taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Maître Mame Adama Gueye. Il n'est plus à présenter, ancien bâtonnier, avocat à la cour. Maître, encore une fois, c'est un plaisir de vous accueillir à Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci Bayomar, c'est pour moi aussi un très grand plaisir de venir à Sud. Comme j'ai l'habitude de le dire, ici c'est ma maison. Yeah. C'est clair. C'est ma maison parce que j'étais très ami à Babacar. Et beaucoup de gens ne le savent pas. J'étais un des premiers actionnaires de Sud. C'est clair. Merci en tout cas pour la confiance. Alors, Maître, des sujets d'actualité, à la fois sur le plan institutionnel comme sur le plan politique, qui est un sujet qui interroge l'avenir de notre démocratie. Alors, aujourd'hui, des sujets, notamment la récente nomination des 12 membres qui composent l'OFNAC, avec comme président le juge Moustapha Ka, son adjoint Seck, Birahim Seck. Vous faites partie, pour ne pas dire fondateur du Forum civil et inspirateur de l'outil qu'est l'OFNAC. La première réflexion, c'est qu'à priori, je ne connais pas tout le monde, mais il y a des profils qui, à mon avis, ont des personnes qui ont été nommées, qui ont le profil de l'emploi. Je pense à Birahim Seck comme vice-président, qui a été aussi coordonnateur général du Forum civil. Donc, il y a d'autres personnes que je connais aussi, Samba Bari, qui est au titre de la société civile. C'est des personnalités qui sont qualifiées. Parce que la question de la corruption est une question très spécifique. Donc, je ne peux pas juger de leur maîtrise de ce sujet. Mais je suis optimiste parce que déjà le processus de nomination est un bon processus parce que c'est un appel à la candidature. Donc, c'est déjà... On peut avoir un engagement respecté. Oui, un engagement et une présomption favorable par rapport aux personnes qui ont été sélectionnées. Maintenant, il ne suffit pas de les nommer, il suffit de leur donner. Il faut aussi, parce que c'est très important, de leur donner les moyens appropriés, parce que la lutte contre la corruption est une mission très difficile. Très difficile, qui demande beaucoup de ressources. Je ne sais pas jusqu'à quel point nos autorités sont prêtes à mettre en place des ressources appropriées, mais si on veut vraiment y arriver, c'est quelque chose de très, très, très important. Bon, maintenant, les moyens de lutter contre la corruption sont assez bien maîtrisés parce qu'en faisant du benchmarking, on voit que ça fonctionne bien dans certains pays. Donc, je crois qu'en faisant un bon benchmarking, en disposant de ressources appropriées, avec les personnes qui ont été nommées, je pense qu'il y a quelque chose, on peut être optimiste. Comment appréciez-vous le contexte par rapport à l'engagement de combattre la corruption, la concussion au Sénégal? Vous savez, il y a une manière spectaculaire d'en parler en disant que le président l'a dit. Bon, d'abord, il y a une chose qui est très très importante, c'est la volonté politique au plus haut niveau. C'est fondamental en matière de lutte contre la corruption. Je dois vous rappeler que moi-même, le président Macky Sall m'avait proposé d'être président de l'OFNAC. Je l'avais refusé simplement parce que j'étais convaincu qu'il n'y croyait pas. Ah, mais comment ça? Non, c'était mon sentiment et ça s'est vérifié par la suite parce que si vous vous rappelez, Madame Nafi Ngom Keïta qui a été nommée par la suite, dès qu'elle a demandé son budget, elle a reçu un volet de bois vert du président de la République. Ça s'est très mal passé. Moi, ma conviction, c'est que le président l'avait fait parce que c'était quelque chose qui était imposé au plan international. Il l'a trouvé ici, mais il n'avait pas une conviction forte de lutte contre la corruption. Et quand on voit toute la prévarication qui a eu lieu pendant son mandat, c'est la preuve que ce n'était pas une vraie conviction. Donc l'engagement du président Bassirou Diomaye Faye sur ce sujet est très important. Il l'a dit avec force. Maintenant, la volonté politique, l'exprimer, c'est une chose.
la concrétiser, c'est une chose, par la mise en place de l'OFNAC, mais ça, c'est les ressources humaines. Il faut maintenant les ressources matérielles pour voir ce que ça va donner. Maintenant, en espérant qu'effectivement, la concrétisation va suivre. Oui, 40% du budget est détourné de son objectif, a déclaré le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Pour Ousmane Sonko, le premier combat est celui de la bonne gouvernance dans le cadre de la transparence. Est-ce que ça vous donne déjà une idée claire de l'ampleur de la tâche qui attend le pays est gangréné par la corruption, la concussion, la surfacturation. Oui. Mais c'est très difficile à combattre une fois que c'est fait, la corruption. Maintenant, c'est en amont. C'est la prévention qui est capitale. La prévention, il faut un dispositif extrêmement élaboré de prévention. La prévention, c'est faire en sorte que, au niveau de l'État, dans tous les démembrements de l'État, qu'il y ait un système d'intégrité et que l'ensemble fasse un système national d'intégrité. Que dans chaque démembrement de l'État, il y ait un dispositif par rapport aux questions de corruption, par rapport aux questions d'éthique. Dans chaque service de l'État, il doit y avoir un code de conduite. Un code de conduite connu par les usagers. Que les usagers sachent que dans une direction, si je rencontre des difficultés, je sais à qui m'adresser. Avec l'obligation pour ces gens d'ombudsman de traiter la question et de répondre. Cela requiert de la pédagogie. Ça requiert une détermination à instaurer l'éthique, la déontologie dans toute l'administration sénégalaise. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire, malheureusement, le mal est très profond parce que l'administration aujourd'hui est patrimonialisée. Chaque personne s'accapare un espace utilisé à des fins d'enrichissement, beaucoup du moins, à des fins d'enrichissement personnel. L'autre point qui est très important en termes de prévention, et le président l'a dit, c'est la digitalisation totale de l'administration. C'est important. Qu'on ne laisse plus une personne avoir un pouvoir discrétionnaire. Si une personne a un pouvoir discrétionnaire tout seul, il y a un risque de corruption. Par contre, si c'est digitalisé, qui fait partie d'un workflow, parce que quand on a un workflow, vous êtes à une position donnée, vous avez un temps déterminé pour faire le travail que vous avez fait, vous le faites ou vous expliquez. Si vous ne le faites pas, celui qui suit dans le workflow, tout le système constate que vous n'avez pas fait votre travail. Donc, cette digitalisation totale est un point fondamental pour la prévention. Je pense que déjà, c'est sur ces deux registres qu'il faut beaucoup jouer. Parce que la corruption, une fois que c'est fait, c'est très difficile à combattre. Parce qu'on n'a plus cette loi de l'enrichissement illicite. Parce que cette loi, justement, avait pour vocation de combattre la corruption a posteriori. C'est-à-dire, vous deviez justifier que vos biens, votre patrimoine étaient en adéquation avec vos ressources. On a supprimé cette loi. Maintenant, c'est très difficile parce qu'on n'a pas aujourd'hui une base sur laquelle on peut interpeller quelqu'un, alors que tout le monde sait. Quand on regarde aujourd'hui le Sénégal, on voit beaucoup de gens, il y a un décalage énorme entre leurs ressources officielles et leur patrimoine. Mais il n'y a pas de moyens techniques depuis que la loi sur l'enrichissement illicite a été substantiellement modifiée. Donc, il faut mettre le paquet sur la prévention et la sensibilisation et faire naître arriver à faire naître dans l'esprit des usagers, faire de l'usager un usager plus exigeant, mais avec des interlocuteurs. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dans l'administration, vous acceptez, dans certaines administrations, je ne veux pas généraliser, vous donnez ou on vous pistonne. Mais parce qu'on n'a pas une vraie administration publique au service des usagers. C'est important. Et tant qu'on n'aura pas, c'est l'objectif justement de la lutte contre la corruption, c'est d'arriver à avoir une administration publique ouverte, éthique, intègre, au service des citoyens. Faites-vous partie de ceux qui pensent réellement que le véritable combat pour la transparence, c'est la bonne gouvernance? Mais c'est fondamental. C'est fondamental. S'il n'y a pas de bonne gouvernance, il ne peut pas y avoir de transparence. La bonne gouvernance est absolument essentielle. C'est-à-dire, mais la bonne gouvernance commence d'abord au niveau de l'organisation globale.
ça, c'est incompatible avec le clientélisme politique. C'est incompatible avec les nominations politiques. La bonne gouvernance, c'est le choix des personnes sur la base de 2 critères. La compétence et l'intégrité. Donc ça, ce sont les prérequis. On a eu des engagements de ce point de vue de régime du nouveau régime. Malheureusement, ça n'a pas été respecté. Toute la charrette de nomination jusqu'ici repose sur l'appartenance au parti au pouvoir ou être un allié. Ça, c'est pas de bons critères. Ça ne veut pas dire que dans le parti au pouvoir, il n'y a pas de personnes compétentes. Mais les personnes qui ont été choisies dans des cols pour des raisons, la démarche. Pour des raisons politiques. Parce que les personnes qui ont été choisies, on peut donner moult exemples. On voit des personnes qui ont été choisies qui n'ont aucune expérience professionnelle, à qui on donne des directions. Ces personnes ne peuvent pas performer. On voit des personnes qui étaient dans une administration, qui, parce qu'ils étaient PASTEF, quand PASTEF est arrivé, on les a fait passer d'un niveau. Je donne un exemple pour bien faire comprendre. C'est comme si vous preniez un lieutenant dans l'armée, le bombard des chefs d'état-major. Il connaît effectivement le métier des armes. Mais ce n'est pas pour autant qu'il peut passer de lieutenant à général. Et il y a eu plusieurs services comme ça où des personnes qui étaient à des niveaux très moyens se sont vues propulsées à la direction générale. Quand vous êtes chef de division, on vous bombarde directeur général, alors qu'il y avait des chefs de service, il y a des chefs des directeurs, on vous fait passer tout par-dessus tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, toutes ces personnes, l'État, les bras de l'État, ce sont toutes ces structures. Si les gens qui ne sont pas compétents sont nommés, ces structures ne peuvent pas bien fonctionner. Quelle est la part, justement de mérite par rapport à un parti qui arrive au pouvoir avec ses propres hommes? Il faut dissocier 2 choses. Oui. Le parti au pouvoir peut s'accaparer tous les postes politiques. Il n'y a pas de discussion. Un gouvernement, ce sont des postes politiques. C'est politique. Les administrations ou les sociétés publiques, parapubliques, les sociétés nationales, les sociétés à participation publique majoritaire, dont les directeurs sont nommés par l'État, sont des structures qui fonctionnent comme les sociétés commerciales. Il faut mettre des personnes compétentes. Vous savez, pour diriger une entreprise, vous êtes bien placé pour le savoir, il faut des compétences. J'ai ici, moi j'ai fait le MBA, Master of Business Administration, qui permet d'avoir des postes de direction. Quand vous allez au MBA... J'ai un master en ressources humaines. Voilà. Quand vous êtes le MBA, mais vous avez une formation très pointue, comptabilité, toutes les fonctions de l'entreprise, comptabilité, finance, ressources humaines, marketing, management, gestion de projet. C'est ça. C'est ça les compétences. Vous prenez par exemple aujourd'hui des personnes qu'on a nommées PCA. Mais PCA, c'est quelqu'un qui doit être extrêmement compétent, qui est capable de comprendre toutes les fonctions de l'entreprise, qui est capable de contrôler le travail du directeur général. Ce n'est pas une sinécure. Malheureusement, le régime qui est arrivé a fait comme l'ancien régime. Ça a été des postes pour rétribuer, et pour rétribuer des gens qui vous ont appuyé, qui vous ont supporté. On a vu des personnes nommées PCA qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Ça n'a pas de sens. Qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise, qui n'ont jamais eu une trajectoire d'entreprise. Donc ça, c'est un problème. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que ces structures ne peuvent pas bien fonctionner parce que les gens qui sont à leur tête ne sont pas des gens compétents. Donc c'était très bien les engagements du président quand il était candidat pour ouvrir les appels à candidature. Ils ne l'ont pas fait, il ne l'a pas fait. Et PASTEF assume aujourd'hui qu'ils peuvent s'accaparer tous les postes. Parce que c'est eux qui ont gagné le pouvoir. Mais ça, c'est contraire aux principes républicains, parce qu'on ne met pas en avant l'intérêt général. On ne met pas en avant le principe républicain en vertu desquels tous les Sénégalais, quelle que soit leur appartenance politique, ou même qui n'ont pas d'appartenance politique, doivent être à équidistance des mêmes opportunités qu'offre la République. Ça doit être une question de compétence et d'intégrité, pas d'appartenance à un parti.
Et d'expérience. Bien entendu, et d'expérience. Alors, mais toujours dans la même dynamique, hein, restons dans ce cadre-là, on a vu également que le chef de l'État, dans la foulée, a accordé des audiences aux différents responsables de la justice. D'abord par la présidente du Conseil constitutionnel, ensuite le premier président de la Cour suprême et ensuite le bâtonnier. Vous avez été bâtonnier, donc dites-nous de votre part, comment appréciez-vous cette initiative du chef de l'État sénégalais? S'agit-il ou est-on arrivé à l'heure de la refondation ou des signes d'aller vers des réformes profondes? Moi, j'ai une autre lecture. Ma lecture, c'est que ça s'est passé juste après le terrain meeting du 8 novembre. Oui. Au cours duquel le Premier ministre a eu une charge très lourde à attaquer avec beaucoup de véhémence certains magistrats ou la justice. Et c'est heureux qu'après cette sortie, que je trouve personnellement malheureuse, parce que cette sortie, à mon avis, n'est pas fondée. Elle n'est pas fondée pour une simple raison, parce que quand j'entends le Premier ministre dire qu'il faut nettoyer la justice, Rakhas Jotna, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. On ne peut pas jeter la justice à la vindicte comme ça, de cette manière. Et en plus, ce n'est même pas justifié. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Khana Rakhasat, parce que s'il s'agit de changement, le 9 août 2024, il y a eu un Conseil supérieur de la magistrature. Après l'arrivée de ce pouvoir. Il y a eu un total de 210 mouvements de magistrats. 210 mouvements de magistrats. Changement de poste. 26 à la Cour suprême. 59 à la Cour d'appel de Dakar. 27 au pôle judiciaire financier. 28 à la Cour d'appel de Thiès. 22 à la Cour d'appel de Saint-Louis. 24 à la Cour d'appel de Kaolack. 13 à la Cour d'appel de Tambacounda, 11 à la Cour d'appel de Ziguinchor, sans compter les affectations en administration centrale et les détachements. Donc, ce régime a fait bouger les positions dans la magistrature. Et c'est le même régime qui vient, 18 mois après, dire qu'il faut Rakhas de Fadjak. Rakhas, ouais, et puis, on ne peut pas s'exprimer comme ça vis-à-vis de la justice, parce que Rakhas, ça veut dire purge. On ne purge pas la justice. Encore moins quand on est l'exécutif, parce qu'il faut respecter la séparation des pouvoirs. Le Premier ministre n'a absolument pas le pouvoir de dire qu'il faut nettoyer la justice. L'exécutif, le judiciaire, la justice est un pouvoir. Je ne dis pas que la justice est parfaite. Vous le savez, moi j'ai été très critique par rapport à la justice. Mais il y a une manière de dire les choses. Comme j'ai l'habitude de le dire, quand on a un malade, on le soigne, on ne le tue pas. Et donc je disais que c'était très heureux qu'après cette charge très lourde, Monsieur le Premier ministre, que le président ait reçu les différents chefs de juridiction. Et non des comme moindres. Un symbole. Et non des moindres. Comme un symbole de la considération de l'exécutif par rapport au judiciaire. Parce qu'il y a l'audience et le discours. Le discours du président est un discours très respectueux vis-à-vis de la justice et très correct. Donc, moi, c'est comme ça que je l'interprète et je m'en félicite parce que ça aurait été malheureux qu'après la sortie du Premier ministre par rapport à la justice au meeting du 8 novembre, que le président de la République, juste après, reçoive les chefs de juridiction et leur témoigne tout le respect de l'autorité suprême par rapport à cette entité. Ça, c'est une très bonne chose. Oui. Et est-ce que ça ne préfigure pas une profonde refondation de l'État, de la justice? Oh, je ne sais pas, parce que je ne sais pas. Par contre, là, je ne suis pas aussi optimiste que vous, parce que
C'est juste une question. Oui, c'est une question parce que Oui. les assises de la justice, c'était du 28 mai au 4 juin. Hein. Oui. Ça fait plus d'1 an. Oui. Parce Ça qu'il y fait a plus- des attentes à ce niveau. Ça fait plus d'1 an. Il y a Oui. beaucoup de choses qui étaient arrêtées, mais jusqu'à présent, qui n'ont pas été mises en œuvre. Oui. Ça, c'est un problème. Donc aujourd'hui, c'est pas l'audience des chefs de juridiction qui peut laisser espérer que les choses vont fondamentalement bouger. Moi, j'attends de voir. Mais ça ne peut pas s'accélérer Oui, aussi. mais Oui. j'attends de voir qu'on mette en œuvre. Il y a des choses qu'on peut faire très facilement. C'est-à-dire. Je donne juste un exemple Oui. sur des mesures. Par exemple, aujourd'hui, la mesure concernant le juge des libertés. Oui. Le principe, c'est qu'on voulait un juge des libertés pour ne pas laisser le juge d'instruction seul décider de placer quelqu'un sans qu'il y ait eu un débat contradictoire qui est un juge des libertés. L'idée derrière, c'était quoi? C'est d'éviter les mandats de dépôt systématiques, Tout va. renforcer les libertés. Ça, on ne l'a pas mis en place. Au contraire, on a vu que du point de vue des libertés, moi, je suis personnellement déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux de ce régime par rapport à ce qui a été annoncé. Et on a vu que, notamment pour des raisons liées à des délits d'opinion, il y a beaucoup de personnes qui ont été placées sous mandat de dépôt dans des conditions discutables, parce que je ne dis pas qu'on ne doit pas poursuivre les personnes qui ont commis des délits. Mais la justice a des règles. Quand quelqu'un a commis un délit flagrant, il faut le juger en flagrant délit. Il ne faut pas utiliser l'instruction comme une forme de sanction, de pré-sanction. Instruction, mandat de dépôt, comme une forme de pré-sanction. Ça, on n'a pas senti la volonté de faire évoluer ça. Un autre point qui est important, qui peut être mis en œuvre tout de suite, c'est le retour de parquet. Ça, c'est illégal. C'est illégal. Donc, c'est très facile à régler. Et ça continue. Mais ça continue. Oui. Donc, voilà, il y a des petites choses qu'on peut mettre en place. On n'a pas besoin d'attendre pour les mettre en œuvre. C'est une question de volonté. Non seulement ces mesures n'ont pas été mises en œuvre, mais la tendance, on a une tendance contraire dans la pratique judiciaire quotidienne. C'est ça qui est inquiétant. Qui est inquiétant, toujours dans la même dynamique. Mais dans le cadre de la reddition des comptes, Maître Mame Adama Gueye, aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous de la situation? Parce que quelque part, beaucoup parlent de lenteur dans le cadre de la reddition des comptes. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que... Moi, je voudrais d'abord dire une chose. Je suis pour la reddition des comptes. Il faut qu'il y ait une reddition des comptes. C'est le principe. Quand vous avez géré, vous devez rendre compte. Maintenant, ce n'est pas facile. Parce qu'on peut être exigeant. Je peux comprendre que les gens soient exigeants par rapport à la reddition des comptes. Mais on est en matière de justice. La justice doit respecter les droits des personnes concernées. Bon. C'est une question d'appréciation. Certains pensent que ça va vite, d'autres, ça va pas assez vite. Certains pensent qu'il y a des abus. Moi, mon impression, c'est que, à mon avis, je crois que du point de vue de la méthode, il y a des améliorations à faire. Ah, du genre? Il y a des améliorations à apporter. Je veux dire, dans la méthodologie, j'aurais sélectionné. Parce que il y a beaucoup de dossiers. On doit prioriser les dossiers les plus importants, les mettre en œuvre, mais aussi respecter une certaine logique. Parce que, bon, il y a certains dossiers de reddition des comptes, je ne suis pas sûr qu'on a fait les choses dans l'ordre. On a arrêté des personnes pour des faits liés à de l'argent public qui a quitté le trésor, qui allait sur les comptes de société, et à partir de ces comptes, aller sur le compte d'individus. Ce qui est étonnant, c'est que ces personnes qui ont reçu l'argent du trésor public, ils ne sont pas allés prendre l'argent dans les coffres. L'argent n'est pas sorti. Il y a tout un processus en amont, ordonnancement, liquidation, paiement, virement, au sein de l'administration. Moi, je m'étonne que jusqu'à présent, dans ce circuit, on ne nous ait pas annoncé aucune mesure concernant ce qui serait responsable de ces faits. Parce que
Si on estime que les gens ont reçu indûment de l'argent du Trésor, ça veut dire que l'argent est sorti indûment du Trésor. Ceux qui l'ont sorti indûment du Trésor, c'est étonnant que jusqu'à présent, qu'ils n'aient pas été inquiétés, alors que les gens qui en auraient bénéficié, eux, ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt. Bon, je pense qu'il y a une question un peu de méthode, et je n'ai pas l'impression de l'extérieur comme ça que les choses sont faites avec la meilleure méthode possible. C'est le sentiment que j'ai. Peut-être que, bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais en tant que citoyen, c'est le sentiment que j'ai. Donc, je peux comprendre que l'opinion pense que ça ne va pas assez vite. Ça peut se comprendre. Mais tout est une question d'équilibre en la matière. Il faut poursuivre avec détermination pour la réédition des comptes, mais il faut quand même respecter les droits des personnes concernées. Et qu'en est-il du cautionnement? Quand vous entendez en tant qu'avocat l'ampleur de ce cautionnement-là pour certains, cela ne vous pose pas problème? Moi, sur le principe, je suis contre le fait qu'on puisse, entre guillemets, acheter sa liberté. Ça veut dire que ceux qui ont l'argent peuvent bénéficier d'une liberté. Ceux qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas bénéficier de liberté. Et je vais vous donner un exemple pour vous montrer à quel point ça peut être injuste. Prenons deux personnes qui ont détourné. L'une des personnes qui a détourné thésaurise, met tout ça dans son coffre. L'autre investit. On les arrête tous les deux. Vous devez cautionner. Celui qui a thésaurisé, il a le cash. Celui qui a investi, il n'a pas le cash. Du moins pas encore. Non, il n'a pas le cash parce qu'il l'a investi. Je veux dire, même si c'est un investissement qui n'est pas moral, il a investi. Si on devait donner un peu de mérite, on devrait le donner à celui qui a investi. Mais dans le traitement, parce qu'il n'a pas gardé le cash, d'autres l'a gardé, c'est celui qui a gardé le cash qui pourra bénéficier d'une mesure de libération sous caution. Donc moi je ne suis pas très favorable à cette idée que l'argent joue un rôle fondamental. Et finalement, c'est le cas. La question qui se pose en matière de liberté, c'est que est-ce que le fait que la personne soit en liberté trouble l'ordre public? Quel est le niveau de la dangerosité de la personne? Ce sont ça ces principes qui fonctionnent. Mais l'argent ne doit pas, à mon avis, être déterminant. Bon, mais si c'est la loi, c'est la loi, il faut respecter. Justement. Oui, sur la question de l'extradition de Madiambal Diagne, le Premier ministre Ousmane Sonko répond par un besoin de réciprocité. Qu'en pensez-vous? Écoutez, moi je pense qu'il faut respecter la législation des autres pays. La France n'a pas encore refusé d'extrader. Il demande, La France a demandé à l'État du Sénégal garantie, d'autres éléments. Pas la France d'ailleurs, parce qu'il faut quand même dire les choses avec précision. C'est la chambre d'accusation de Versailles, c'est pas l'État français. De la même manière, même il y a un dérapage aussi, parce que je pense que quand le Premier ministre dit « nous n'extraderons pas », c'est pas la compétence de l'exécutif. La décision d'extradition doit résulter d'une décision... Mais en dernier, quand il y a un acte exécutif à exécuter. Je veux dire, à la base, c'est une décision judiciaire. C'est la chambre d'accusation qui décide. L'exécutif exécute. Mais je veux dire, il faut donner aux mots leur sens. Là, c'est pas la France qui refuse d'extrader, c'est la chambre d'accusation de Versailles qui a demandé des documents. Donnons les documents, attendons de voir ce que la chambre d'accusation de Versailles va décider. Et après, on avisera. Mais moi, je ne pense pas que... je pense que le Premier ministre va un peu trop vite en besogne pour l'instant. Attendons de voir comment ça va aboutir pour pouvoir donner une appréciation. Est-on arrivé à l'heure des réformes de la justice réellement? Parce que c'est l'une des grosses attentes également. Mais c'est fondamental. La réforme de la justice se pose depuis... Moi, j'ai participé depuis 2002. Et vous êtes membre du sursaut national. Depuis 2002, il y a eu un rapport auquel j'ai participé, le programme sectoriel justice. Il y a eu des mesures sur la justice qui couvraient 10 ans. Donc vraiment, c'était un programme
très pertinent sur une longue période qui touchait tous les éléments de la justice, les infrastructures, le personnel, la formation, les ressources. On avait même travaillé jusqu'à la mise en place d'une table ronde des bailleurs pour accompagner ça, d'un comité multipartite de suivi de la mise en œuvre du programme sectoriel de justice avec toutes les parties prenantes. Mais au bout de 2 ans, le ministère de la Justice s'est accaparé le dossier et puis ça en est resté là. La réforme de la justice est fondamentale parce que la justice est une institution capitale dans une société. À mon avis, un des meilleurs investissements dans un pays, c'est l'investissement dans la justice. Parce que même en matière de décision d'investissement, les investisseurs regardent comment fonctionne la justice. Aujourd'hui, notre justice ne fonctionne pas très bien parce qu'il y a des problèmes de ressources humaines, il y a des problèmes de logistique, d'infrastructure, mais même sur les ressources humaines. On disait tout à l'heure par rapport aux mesures à prendre. Est-ce que vous savez qu'il y a 10%, aujourd'hui on a des problèmes de ressources humaines, et on a 10% de l'effectif des magistrats qui est en détachement. 10%. Quand on a un problème de personnel, la première chose, c'est qu'on mobilise tout le personnel disponible, mais il y a du personnel de la justice qui est en détachement. Je ne parle pas des détachements de l'administration centrale de la justice, c'est justifié, parce que ce sont des magistrats qui sont dans l'administration du ministère de la Justice. Mais il y a des magistrats qui sont détachés dans d'autres départements ministériels quand la justice a besoin de magistrats, parce que les effectifs ne sont pas suffisants. Et il y a aussi la question, comment faire en sorte, parce que ça c'est une question très difficile, la question de l'éthique dans la justice. Aujourd'hui, c'est un gros problème. Les questions de corruption qui touchent l'ensemble du service public touchent aussi la justice. Mais ce n'est pas seulement la question de la corruption de l'argent, parce que quelquefois on pense que ce n'est juste une question d'argent. La justice peut être corrompue par beaucoup d'autres facteurs. Ça peut être le marabout, ça peut être l'argent évidemment, ça peut être la famille, ça peut relever d'autres ressorts. Donc il faut une vraie volonté de mettre l'intégrité au cœur des réformes de la justice. Je sais que c'est très difficile. C'est très difficile. Mais c'est une question fondamentale. Bon, la question de l'indépendance, elle est institutionnelle, mais il faut que chaque magistrat mesure sa responsabilité parce que l'effectivité de l'indépendance, c'est au niveau de chaque magistrat. Il y a l'indépendance institutionnelle, mais au quotidien, c'est chaque magistrat qui doit faire de l'indépendance un point d'honneur. L'indépendance par rapport à tous les facteurs que j'ai évoqués tout à l'heure. Et cette réforme de la justice, vous l'avez dit, est nécessaire et irréversible aujourd'hui. Et de ce point de vue, ne serait-ce que pour garantir une démocratie stable à ce niveau également. Mais bien sûr, parce que la justice a le pilier de la démocratie. Un triple rôle de régulation. Régulation sociale. Parce que s'il n'y avait pas de justice, c'est la justice qui empêche que les gens règlent leurs comptes à coups de machette ou se taper dessus. Un rôle de régulation économique. Ça, c'est important. Ça, c'est fondamental. Quand quelqu'un vient investir, une des premières questions qu'il pose, c'est de dire si j'ai un problème, est-ce que la justice va me donner raison? Les assurances qu'un investisseur peut recevoir sur ce point de vue sont déterminantes dans la décision d'investissement. Et on ne mesure pas l'impact que ça va avoir. Je vous donne l'exemple des banques, par exemple. Toutes les banques, on dit, ouais, les banques ne veulent pas prêter parce que, voilà, ils demandent tout le temps des garanties. Mais les banques ont des raisons. Parce que sur le temps qu'une banque met devant une juridiction pour recouvrer sa créance est trop long. Et ça impacte leurs résultats. Parce que quand vous avez des créances douteuses, vous engagez la procédure, vous provisionnez. La provision, elle est acceptable sur une certaine durée. Si ça dure trop longtemps, le fisc vous demande de réintégrer. Et pour les entreprises aussi, c'est très important. Parce que quand on va devant la justice, c'est important de gagner, mais le délai est très important aussi. Parce que quand vous savez que vous avez perdu, vous le mettez à perte et profit et vous passez à autre chose. Mais quand ça dure, vous ne pouvez pas le garder indéfiniment dans vos provisions. Le fisc vous demande de le réintégrer.
vos comptes vont être négativement impactés. Donc, c'est sur le plan économique, la justice joue un rôle fondamental. Sur le plan politique, la régulation politique, heureusement que notre système judiciaire a joué son rôle lors de la dernière alternance. Le Conseil constitutionnel a joué un rôle fondamental. Fondamental. Donc, c'est pour cette raison que la justice est au cœur de notre société. Donc, nous devons tout faire pour la sauvegarder, pour lui donner les moyens de bien fonctionner. C'est capital, c'est fondamental. Je sais que c'est difficile, mais ça doit être prioritaire. Nos nouvelles autorités, à mon avis, ont deux priorités. C'est le service public, l'administration, la justice. Ce sont les priorités. Mais il faut lancer les réformes. Parce que quand vous prenez l'administration, comme d'habitude, on a encore fait des concertations nationales. Il y a eu une concertation nationale sur la réforme du service public, avec des constats très pertinents. Il faut les mettre en œuvre. Il faut les mettre en œuvre. Mais qu'est-ce qui bloque à la mise en œuvre? La volonté politique, l'exprimer, c'est ce qui est le plus facile. La concrétiser, c'est une affaire. Notre affaire. La concrétiser, c'est prendre les mesures. La transférer au niveau d'exécution, c'est aussi une autre affaire. Faire le suivi, évaluation pour apporter les correctifs quand c'est nécessaire, ça aussi c'est une autre affaire. Donc c'est tout un process. Un pouvoir politique ne doit pas juste se contenter de dire oui, on va réformer, on va faire ceci, on va faire cela. Ça c'est une chose. Il faut concrétiser. Aujourd'hui, il y a des concertations. À la suite des concertations, quelles sont les mesures? Parce que les mesures, c'est quoi? C'est des lois, c'est des décrets, c'est des arrêtés pour mettre en œuvre. Ça relève du pouvoir qui est en place. Donc ça dépend. Moi, je ne peux pas comprendre ces lenteurs. Il y a eu trop de lenteur sur les réformes. Bon, peut-être qu'une raison, ce qui l'explique peut-être, c'est que dans la méthode, et Sursaut l'avait dit, l'organisation Sursaut, quand il y a eu la concertation de la justice, Sursaut a émis des réserves en disant que est-ce que faire des réformes dans un secteur au coup par coup, c'est pertinent? Est-ce qu'il ne faut pas avoir une approche globale, c'est-à-dire faire l'ensemble des réformes institutionnelles et inscrire les réformes sectorielles dans cette matrice globale? Mais sur les réformes, ce cadre des réformes institutionnelles, jusqu'à présent, malgré les interpellations, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République n'a pas mis en œuvre les engagements du candidat Bassirou Diomaye Faye. Et ça encore, c'est un problème. Parce que les engagements, quand on les prend, on doit les respecter. Quand on ne peut pas respecter, on explique. Mais dans le cas d'espèce, sur ce projet concernant le pacte national de bonne gouvernance démocratique, le candidat Bassirou Diomaye Faye a signé. Ça, c'est indiscutable. Le Premier ministre a tout le temps dit qu'il est favorable aux conclusions des assises nationales. Donc, il ne peut pas y avoir de contradiction. Bientôt 2 ans. Hein? Depuis bientôt 2 ans. Mais vous, est-ce que vous avez quand même un regard ou bien un rôle d'alerte quand même pour leur faire comprendre? C'est ce que j'allais dire. Le groupe qui a été à la base de cette initiative et qui est aujourd'hui autour de Sursaut. Quand le président a été élu, ce groupe a sollicité une audience pour discuter de la mise en œuvre des réformes institutionnelles. Aucune réponse. Lettre de rappel, aucune réponse. Il y a eu une 3e lettre, le 29 septembre, pas encore de réponse. Et ça, d'ailleurs, je dois le dire, nos autorités doivent plus d'égard aux citoyens que nous sommes. Quand des citoyens font des actions, les sollicitent,
il faut plus d'égards. C'est-à-dire, quand une organisation dirigée par un ancien ministre, je parle de Mamadou Ndoye, avec de grandes personnalités, vous sollicite, la courtoisie impose de répondre. Et c'est un droit, parce que les citoyens ont le droit de solliciter leurs autorités. En tout cas, une lettre appelle à une réponse. Appelle au moins une réponse. Oui. Le président n'est pas obligé de recevoir, parce qu'il est peut-être très chargé, mais une lettre appelle une réponse. Et nous ne désespérons pas que cette troisième lettre du mois de septembre connaîtra une suite favorable. Surtout sur et que nous aurons l'occasion de nous asseoir avec Monsieur le Président de la République pour discuter avec lui, pour voir qu'est-ce que nous pouvons apporter comme contribution pour mettre en œuvre les réformes institutionnelles préconisées par le Pacte national de bonne gouvernance démocratique. Alors, ce cadre général, c'est le président lui-même qui a besoin de ce cadre général. Il faut ce cadre général et inscrire les réformes sectorielles, avoir une matrice globale, avec une méthode, une méthodologie. Mais là, on a des réformes au coup par coup. Et il n'y a pas toujours de la cohérence globale. Il faut une cohérence globale. Parce que si le président avait de manière solennelle appelé tous les Sénégalais, informé tous les Sénégalais qu'il engageait la mise en œuvre des réformes institutionnelles sur la base du Pacte national de bonne gouvernance démocratique, invité à une mobilisation nationale avec un délai déterminé pour finaliser ces réformes institutionnelles, je pense que ça pourrait jouer un rôle très important, un rôle dynamique pour mettre le pays en mouvement et pour mettre en œuvre les réformes systémiques. Parce que dire qu'on veut une réforme systémique, c'est bien de le dire comme ça. Mais le levier des réformes systémiques, c'est un cadre structuré, comme le Pacte national de bonne gouvernance démocratique. Et nous sommes convaincus que sans ce pacte, ce sera très difficile d'arriver au changement systémique promis. Et tout est question de refondation, mais sur la base parfaitement. Il faut refonder. Bonne méthodologie. Parfaitement, il faut refonder. Parce que jusqu'à présent, Bayoma, ça fait 2 ans qu'on ne sent pas de changement fondamentalement. Il n'y a pas de changement fondamentalement. Le pays fonctionne, le système fonctionne, l'administration fonctionne, l'État fonctionne comme ça fonctionnait avant. On nomme des gens sur la base du clientélisme politique qui fonctionne. L'administration fonctionne comme toujours. Il n'y a pas de modification substantielle. Les citoyens n'ont pas senti un changement substantiel dans la qualité du service public, ce qui est fondamental. Les services publics fonctionnent bon an, mal an, comme ça fonctionnait avant. Ça n'a pas changé. Et ça fait presque 2 ans. Bientôt. Donc c'est pour ça que nous espérons, nous ne désespérons pas que le président de la République va prendre le taureau par les cornes pour faire bouger les lignes. Parce que pour l'instant, les lignes ne bougent pas beaucoup. Une autre attente, Maître Mame Adama Gueye, invité d'objection, ce sont justement les événements survenus dans la période 2021-2024 également. Des Sénégalais de toutes parts touchés par ces événements attendent justice. À ce niveau, en tant qu'avocat, quelle réponse? C'est légitime. Il faut absolument engager toutes les enquêtes nécessaires pour rendre justice aux victimes, aux blessés, parce que c'est ça la loi. C'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que il est hors de question. Il ne peut pas être question de passer ça à pertes et profits. C'est nécessaire. Maintenant, il est heureux. Enfin, récemment, des enquêtes ont commencé. Il faut maintenir ce rythme pour que les juridictions puissent être saisies. Mais tout ça nécessite de la cohérence globale qu'on ne sent pas forcément dans le fonctionnement aujourd'hui de l'État. Parce que c'est l'histoire de la... En ce moment, on n'a pas l'impression d'avoir une vision partagée, claire,
des objectifs et des orientations. Mais il y a aussi les avocats aussi, de ce point de vue, en termes de transformation, de réforme de la justice, sont également concernés. Les avocats sont demandeurs pour beaucoup de raisons. Oui, parce que maître. Vous avez été bâtonnier. Vous savez les avocats sont demandeurs. Oui. Les avocats sont demandeurs parce que quand la justice ne fonctionne pas, c'est pas bon pour les avocats. Oui. C'est très simple. Un avocat qui a des dossiers devant les juridictions, défend les intérêts de son client, espère une décision de justice. S'il n'y a pas assez de magistrats pour que la décision soit rendue dans des délais raisonnables, qu'il y a des prorogations indéterminées de délibérés, qu'aujourd'hui, dans des procédures d'urgence comme des référés, les délibérés durent des mois. Oui. Mais ce n'est pas l'intérêt des avocats. Les avocats sont absolument preneurs de réforme de la justice. Et je suis sûr que si l'État prend les dispositions pour faire bouger les lignes, les avocats seront présents, évidemment, parce que c'est leur intérêt. Et justement, dans le package des réformes, y compris des avocats, y compris d'autres corps de la justice, à partir de ce niveau, avez-vous l'impression quelque part qu'aujourd'hui, l'appareil d'État, parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'État, il y a, comme qui dirait, une hiérarchie, Maître Mame Adama Gueye. Ce problème persiste. Vous avez suivi la déclaration de M. le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Êtes-vous rassuré ou comment appréciez-vous, avec le recul, cette situation que connaît le Sénégal présentement? C'est une situation qui est très préoccupante. Très, très préoccupante parce que c'est un facteur de blocage du fonctionnement de nos institutions. Maintenant, plus personne, le pasteur le reconnaît, il y a une vision différente. Surtout sur le plan politique. Oui, sur le plan politique. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on a un problème politique interne en parti qui parasite le fonctionnement de l'État. L'appareil, vous voulez dire? Qui parasite le fonctionnement de l'appareil d'État. À un moment où notre pays traverse des difficultés très sérieuses sur le plan économique et financier, à un moment où l'autorité suprême devrait faire un appel à la cohésion nationale, au sursaut national, à la mobilisation nationale. Malheureusement, c'est à ce moment précis où il y a des dissensions au sommet de l'État. Donc, un État au sommet duquel il y a des dissensions peut difficilement appeler à la cohésion nationale alors qu'on a besoin de ça. Maintenant, monsieur le Premier ministre, aujourd'hui a dit que tout est réglé. Je veux bien le croire. Que ça ne parasite pas le fonctionnement de l'État. Oui, mais le fonctionnement, attends, les institutions fonctionnent puisqu'il y a le Conseil des ministres. Oui. Il y a le Conseil des ministres, il y a l'Assemblée qui fonctionne. Bon, mais tout le monde sait que quand il y a des dissensions entre le Premier ministre et le Président de la République, c'est un facteur de blocage. Je vous donne juste un exemple. Oui, mais... Monsieur le Premier ministre a dit que tout est réglé, mais avant de sortir de l'Assemblée nationale, il a donné la preuve que tout n'est pas réglé. Parce que sur un dossier aussi important de diplomatie, il a une position à l'opposé de la position officielle du pays. C'est sur le coup d'État en Guinée-Bissau. Officiellement, au niveau du Sénégal, comme au niveau de la CEDEAO, on considère que c'est un coup d'État. Monsieur le Premier ministre considère que c'est un combine bébé. Ça, c'est un problème. Dans un domaine qui relève du domaine présidentiel, la diplomatie. Donc, voilà, c'est des indicateurs. Oui, mais est-ce que finalement, ces a priori formels ne cachent pas la vérité des choses vis-à-vis de ceux pour qui travaillent ces autorités? La question qui se pose, c'est qu'on a un ordre institutionnel, avec des règles institutionnelles. Oui. On doit avoir une cohérence institutionnelle. On ne peut pas, sur un même sujet, avoir deux voix discordantes. C'est une question de crédibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Faye a accueilli un chef d'État supposé avoir été déposé. C'est le point de vue aussi de la CEDEAO. Et son Premier ministre pense que c'est un combine beurré. Et demande autre chose. En demande, il faut publier le résultat, installer celui qui a gagné. Le processus électoral ne s'arrête pas. Mais ça c'est l'affaire intérieure de la Guinée-Bissau. Nous, on a une relation diplomatique avec la Guinée-Bissau. On doit s'arrêter à ça. Il y a des instances sous-régionales dont c'est le rôle de demander
à un État de faire ça ou de faire ça. Mais je veux juste dire que nous, au niveau de notre pays, ça c'est un exemple, je donne juste un exemple qui montre que ces dissensions dont on nous dit que c'est réglé ne sont pas bonnes pour le fonctionnement du pays. À un moment où on a même un autre facteur de dissension. Si vous prenez aujourd'hui la question de discuter avec le FMI, on a une position officielle portée par le président de la République, exécutée par le ministre des Finances, qui semble ouvert à des discussions avec le FMI assez favorables, et une position plus dure, une ligne dure incarnée par le Premier ministre par rapport à certaines mesures sur la solution à apporter à la situation actuelle. Donc, voilà, ça, je pense qu'il faut que, comme nous l'avons dit dans le cadre d'une déclaration du collectif, du consortium ONG 3D, COSC et les ambassadeurs, oui. nous avons appelé à ce que le président de la République prenne ses responsabilités. Nous allons le solliciter pour le rencontrer, pour lui en parler. Et nous appelons les citoyens sénégalais à ne pas se laisser distraire par des dissensions internes à un parti qui sont préjudiciables au fonctionnement de notre État. Les questions essentielles... Quand vous dites le président, là, vous voulez parler du chef d'État. Du chef de l'État. Oui. Les questions essentielles qui doivent nous mobiliser sont les questions d'ordre économique et social. Tout le monde sait que le pays est dans une situation très difficile. Nous devons canaliser toutes nos énergies dans cette direction. Pas se laisser distraire par des problèmes internes à un parti, même si c'est le parti au pouvoir. Et de ce point de vue, Maître, la quête de la stabilité, vous avez survolé les questions. Maintenant, la question de la stabilité institutionnelle, mais comme la question de la stabilité sociale également, dans un contexte économique difficile. Vous avez suivi les notations, les agences de notation. Le ministre des Finances parle de démarches spéculatives et biaisées. Oh, moi, je suis malheureusement, je suis pas économiste, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, moi, je me fie à ce que disent les économistes. Tous les économistes que j'ai lus disent qu'il est nécessaire d'aller vers une restructuration. Oui, c'est ce que les économistes disent. Moi, j'ai lu le professeur Ahmed Ndiaye, le professeur Ndiaye, qui est un économiste qui est aux États-Unis, Moubarak Lo. D'autres économistes disent qu'il faut restructurer la dette pour avoir des marges de manœuvre budgétaires. Pour permettre... L'État dit niet. Le Premier ministre dit niet. Mais même le ministre des Finances, ce vendredi à l'Assemblée. Le ministre des Finances, oui, le ministre des Finances dit qu'il n'est pas question de restructuration. Ils sont dans des discussions. Il a aussi dit que le FMI n'est pas convaincu de notre capacité à soutenir la dette et à mobiliser des ressources. 6 000 milliards pour le service de la dette. Le FMI est incontournable. On peut avoir notre volonté. L'idéal, c'est qu'on ait les moyens et qu'on paye. Mais si on n'a pas les moyens, quelle est la solution? On ne peut pas se passer du FMI. Il ne faut pas se faire d'illusions. Nous avons besoin d'un programme du FMI. Avec ou sans restructuration. L'idéal, ce serait sans restructuration. C'est l'idéal. Mais est-ce que les conditions économiques sont réunies? Ça, je n'en sais rien. Mais l'idéal, c'est ça. Si on écoute les économistes... Ils disent que la structuration est incontournable. Le ministre des Finances ne le pense pas, mais les experts, il y a des experts reconnus qui ont un point de vue différent. Comme d'autres, Comme d'autres. Et le FMI n'est pas convaincu de la soutenabilité de la dette, de notre capacité de soutenir la dette. Attendons de voir ce qui va arriver. Mais moi, mon point de vue, c'est que il faut qu'on anticipe. Je l'ai déjà proposé. Il faut qu'on ait un plan national de résilience parce que il faut faire toutes les simulations possibles pour savoir. Parce que quand on est dans une situation où on n'a pas de certitude, on peut aller soit vers une restructuration ou pas de restructuration ou un défaut ou autre chose. Le rôle des experts de ce pays, c'est en ça que j'ai suggéré ce plan national de résilience qui serait un plan élaboré avec toutes les parties prenantes, toutes les forces vives de ce pays de manière transparente. Pour, dans l'hypothèse où on aurait de grosses difficultés, comment répartir équitablement les difficultés? Comment travailler sur toutes les niches possibles d'économie dans le train de vie de l'État pour que l'État prenne sa part?
Mais ça, on ne doit pas attendre, on doit l'anticiper. Quand on attend un dénouement, là, il faut anticiper en simulant les différents scénarios possibles. Et pour chaque scénario, mettre en place un plan pour qu'on ne soit pas surpris. Mais moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est optimiste. Le ministre dit oui, ça se passe très bien, on espère que ça va aboutir. Et si ça n'aboutit pas, on fait quoi? Est-ce qu'on l'a anticipé? Mais ça, il n'y a pas que l'État qui peut le faire. Parce que il y a d'autres acteurs qui sont concernés. Le secteur privé, la société civile, les organisations paysannes, tous les Sénégalais sont concernés par cette question. Sur les conséquences négatives que pourraient avoir des mesures qui vont être prises. Mais moi, j'ai du mal à comprendre cette passivité de l'État qui vit de l'optimisme. Non, nous ne restructurons pas, ça va bien se passer. Et si ça se passe mal, si ça se passe comme on veut, qu'est-ce qu'on fait? Donc un plan de résilience est nécessaire. Pour moi, un plan national de résilience est nécessaire qui mobilise l'ensemble des ressources, des forces vives autour d'une table, qu'on mette sur la table tous les problèmes, qu'on anticipe et qu'on travaille sur tous les scénarios possibles pour ne pas être surpris. La question, elle est la dernière, du point de vue géopolitique. On a vu dans nos pays, le Mali, le Niger, le Burkina, traversés par des situations économiques difficiles, mais surtout traversés par des crises politiques à l'échelle d'un État presque mondial, Maître Mame Adama Gueye, l'Union européenne. Les seuls pays qui échappent pour l'instant, de mon point de vue, c'est une question, c'est la Russie, les États-Unis et la Chine. Quelle perspective pour les pays comme le nôtre, je parlais de l'Afrique, dans ce contexte? Mais moi, je ne veux pas m'aligner sur toute l'Afrique, parce que nous avons des atouts que les Sénégal, autres n'ont pas. Bien sûr. On doit jouer sur nos atouts. Lesquels? Nos atouts, ce sont tout notre patrimoine immatériel, cette démocratie, cette culture sociale, notre histoire. On a nos particularités, faut qu'on capitalise sur nos particularités. Personne ne le discute. Ce que le Sénégal a, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Mais nous, on a la paix, on a la démocratie. Et on joue avec. On devrait capitaliser dessus. Capitaliser sur ce qu'on a et ce que beaucoup d'autres n'ont pas. Parce que quand on est dans un contexte concurrentiel, on met en avant ses avantages concurrentiels. On a des avantages concurrentiels. Malheureusement, on joue souvent avec le feu. Alors qu'on devrait capitaliser dessus. Moi, je ne me range pas, je ne me range pas sur une solution à l'africaine globalement. Parce que chaque pays a ses réalités. Nous avons nos réalités et nos atouts. On doit jouer sur nos atouts. On a des atouts indéniables. C'est-à-dire que notre démocratie, notre paix, nos ressources humaines. Mais il faut avoir une approche inclusive. Et là, on est en train de louper le coche, le régime actuel. Le régime actuel ne profite pas des capacités, des ressources humaines de ce pays. Il y a beaucoup de gens d'une compétence extraordinaire, disponibles, patriotes, que ce soit au Sénégal ou dans la diaspora, qui sont prêts à apporter leur contribution. Il faut que le régime actuel s'ouvre et fasse des raccourcis en exploitant l'expérience, le savoir-faire et les compétences de tous ces Sénégalais. Maître Mame Adama Gueye, merci. C'est moi qui vous remercie. Maître Mame Adama Gueye, ancien bâtonnier, avocat à la cour, mais membre de Sursaut. On est à l'heure des réformes, à l'heure de la résilience. Monsieur, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité, mais toujours dans la même quête, dans la même perspective. Tracer une voie, mais éclairée, pour que nul n'en ignore. Merci de nous avoir suivis. C'est ainsi sur la 98.5. Rendez-vous encore une fois dimanche prochain, mais gardez l'écoute avec cette fois-ci El Malick Ndiaye dans le cadre de Janobi. Un grand bravo à l'équipe technique. Mais ça a été encore une fois un grand plaisir et merci. C'est réciproque. Merci beaucoup. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam
dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé